Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur Meyer Habib. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, jeudi dernier, à 10 minutes près, les États-Unis lançaient des frappes contre l'Iran. À chaque instant, nous pouvons basculer dans une guerre aux conséquences imprévisibles. La France œuvre à une désescalade dont acte. Monsieur le ministre, vous le savez, depuis des années, la République islamique déstabilise le Moyen-Orient. Ces dernières semaines se sont succédées menaces et agressions. Au cœur de la crise, la question nucléaire. Jamais les mollahs n'ont renoncé à l'arme atomique, ni cessé de développer leurs capacités balistiques. Vous le rappeliez, dans 2 jours, jeudi, leur stock d'uranium enrichi aura dépassé le plafond de 300 kilos. Il atteint aujourd'hui un taux de 20% au lieu des 3% permis. Si rien n'est fait très vite, l'Iran aura des ogives nucléaires pouvant atteindre l'Europe. L'accord de 2015 est caduc, nous le voyons. Certains, y compris sur ces bancs, renvoient dos à dos Iraniens et Américains. C'est une faute morale et politique. Entre nos alliés américains qui partagent nos valeurs et dont on célébrait il y a 15 jours le débarquement en Normandie et un régime islamiste sanguinaire, le choix est fait. Rassurez-moi, monsieur le ministre, la France doit choisir le camp de la liberté. Depuis 40 ans, la République islamique est la matrice du djihad mondial. Elle applique la charia, lapide les femmes, pend les homosexuels, emprisonne des journalistes et sponsorise le terrorisme. Sans revenir à l'attaque du Tracar ou à la rue de Rennes, il y a un an, a été déjoué un méga attentat à Villeminte dans un silence troublant. Vous savez mon attachement à ces questions. Chaque année, ce régime négationniste organise un concours de caricature sur la Shoah et déclare ouvertement vouloir anéantir l'État d'Israël. Aujourd'hui, les Iraniens profitent de nos divisions. Certes, nous essayons d'éviter la guerre, mais pour paraphraser Churchill, nous risquons d'avoir la bombe, la guerre et le déshonneur. Un seul objectif, l'Iran ne doit pas être atomique. Monsieur le ministre, pourquoi aujourd'hui est-ce l'Iran qui fait pression sur l'Europe et non l'inverse ? Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Oui, monsieur le député Meyer Habib, la France est signataire de l'accord de Vienne et elle entend le rester. La France est signataire de l'accord de Vienne parce que l'on appelle par ailleurs, comme vous le savez, JCPOA, parce que cet accord est la meilleure garantie de stabilité de toute la région, pour tous les pays, y compris un pays qui vous est particulièrement cher. Parce que la prolifération, c'est le risque majeur. Et nous sommes aujourd'hui convaincus, à cette heure, que l'Iran respecte ses engagements. Ce n'est pas une raison pour ne pas alerter, comme j'ai fait tout à l'heure, sur les risques que représenterait une initiative iranienne de remettre en cause l'accord de Vienne. Parce qu'à ce moment-là, on rentrerait dans une procédure de règlement des différends plus du Conseil de sécurité qui serait négatif pour la stabilité de l'ensemble de la région. Et nous pensons que les alertes que nous mettons en avant à l'égard des Iraniens, le dialogue que nous avons avec eux, peut leur permettre de faire prendre conscience de cette nécessité. Nous avons déjà dit, monsieur Meyer Habib, mais nous sommes en désaccord sur ce point et on en a déjà parlé, que nous n'étions pas favorables à l'action menée par les États-Unis de retrait de la signature de l'accord de Vienne. Cet accord est un bon accord. Cet accord préserve la sécurité dans la zone et il faut le poursuivre sous réserve que l'AIEA puisse contrôler régulièrement que cet accord est respecté. C'est le cas. Sous réserve aussi que les Européens et l'ensemble des signataires de l'accord, c'est-à-dire à la fois la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, mais aussi la Chine et la Russie, sous réserve que ces pays-là puissent mettre en œuvre un dispositif financier permettant à l'Iran de bénéficier des retombées économiques de l'accord. Voilà quelle est la donne. Pour nous, notre politique n'a pas changé et nous appelons au dialogue et à la désescalade. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Monica Michel. Je vous remercie, monsieur le président. Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, je souhaiterais aujourd'hui appeler votre attention sur la coopération en Méditerranée. Hier se tenait à Marseille le sommet des 2 rives pour relancer la coopération entre 10 pays de la Méditerranée. 14 projets ont été retenus pour soutenir la jeunesse et l'innovation, valoriser notre patrimoine et surtout construire ensemble une Méditerranée durable sur le plan écologique et sécuritaire.
Le président de la République a défendu sur place à Marseille hier la nécessité de construire une compréhension commune et a annoncé revenir d'ici 6 mois pour vérifier l'avancée de ces projets. Néanmoins, certains d'entre eux ne peuvent pas attendre, Monsieur le ministre. La préservation des ressources de notre mer par la récupération et le recyclage des plastiques doit être mise en place le plus tôt possible pour éviter que la faune maritime ne soit mise en péril par ces déchets, ce qui pénaliserait nos pêcheurs et nos sources d'alimentation. La coopération en Méditerranée était au point mort depuis plusieurs années et malgré les propositions fort innovantes de la société civile pendant ces derniers mois. Il faut que les institutions et les bailleurs de fonds poursuivent leur travail. Je salue donc toutes les initiatives prises et notamment l'organisation de ce sommet à Marseille. Aussi, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous éclairer sur l'implication concrète du gouvernement quant au suivi de ces projets et la garantie de leur mise en place? Deuxièmement, dans quelle mesure la France va-t-elle jouer un rôle leader dans cette nouvelle coopération afin que la Méditerranée, riche d'une histoire millénaire, puisse à nouveau irradier vers ses multiples. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Oui, Madame Monica Michel, vous avez rappelé le fait que s'est tenu hier à Marseille le sommet des deux rives, suite à l'engagement pris par le président de la République à Tunis au début de l'année 2018. Il a lui-même tenu à présider aux conclusions de ce sommet. Il y a eu dans le passé beaucoup d'initiatives visant à la coopération en Méditerranée, le processus de Barcelone, l'Union pour la Méditerranée, mais la nouveauté de ce sommet, c'est que la société civile a largement participé et a largement initié. Certes, il y avait la réunion des ministres de ce qu'on appelle le 5+5, les 5 pays du nord de l'Afrique et les 5 pays du sud de l'Europe, qui ont l'habitude de travailler ensemble, mais la société civile a lancé à Tunis, à la mi-juin, ce que l'on appelle l'appel des 100, qui énumérait 260 projets, dans lesquels nous avons pu sélectionner 14 projets immédiats, et demandait aux responsables politiques, au gouvernement, de s'engager sur ces orientations, ce qui a été fait hier par un texte que nous avons signé à 10 et qu'a pu valider les représentants de la société civile à Marseille. Ces engagements, ils sont nombreux, ils sont variés, ils vont à la fois d'engagements éducatifs, de la protection des rivages, de la ville durable, du traitement des déchets, de l'initiative culturelle. Ces 14 projets devront faire une mise en œuvre très concrète pour aboutir dans 6 mois à un nouveau sommet qui devra valider l'état d'avancement de ces projets. Et la France a été chargée d'assurer, par mon intermédiaire, le suivi de l'ensemble de ces dispositifs. Et nous serons, je suis sûr, au rendez-vous de ces engagements. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Éric Coquerel. Merci. Cette question s'adresse à la ministre du Travail. Madame Pénicaud, à chaque fois que votre nom apparaît sur un projet de loi, il projette une ombre sur la vie de ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre. Vous avez déjà crucifié le Code du travail et favorisé les CDD et la précarité, notamment avec vos mal nommés CDI de projet. Madame Pénicaud, le crime serait presque parfait. Après avoir fait exploser le nombre de contrats précaires, je rappelle que 80% des emplois que vous vous vantez d'avoir créés grâce à votre politique sont des CDD. Voilà maintenant que vous reniez leurs droits en durcissant leur accès au chômage indemnisé. Tout cela pour 3,4 milliards d'euros d'économies d'ici 2021, soit très exactement le montant des cadeaux fiscaux annuels accordés aux plus riches grâce à la suppression de l'ISF. Cette comparaison dit tout de votre politique, jamais trop généreuse avec les riches, jamais trop dure envers les défavorisés. Je rappelle pourtant que la moitié seulement des chômeurs sont indemnisés et que la moitié des chômeurs indemnisés touchent moins de 850 € par mois. Il n'y a dans cette situation aucun plaisir, aucun confort, simplement une humiliation de tous les jours, jusqu'à la mort, Madame la Ministre, car selon l'association Solidarité Nouvelle, le chômage fauche chaque année entre 10 et 14 000 de nos compatriotes. Ces vies valent mieux que vos statistiques, car depuis des mois, vous vous glorifiez de la baisse des catégories A, mais c'est au prix de l'alourdissement des B et C. C'est donc dans ces dernières catégories que vous avez choisi de faire disparaître les chômeurs des registres,
Rayer des noms à Pôle emploi, ce n'est pas enrayer le chômage. Après avoir fait croire qu'il suffisait à un chômeur de traverser la rue pour trouver un travail, vous voulez faire croire qu'il suffit à un précaire de traverser la rue pour accéder à un emploi en CDI. Le durcissement de l'accès à l'indemnité, c'est 600 000 personnes privées d'indemnité. L'exclusion des permittents, ce serait 830 000 privés d'indemnité. C'est l'explosion des travailleurs pauvres dans le pays. Est-ce cela auquel vous voulez accoler votre nom? Est-ce que vous voulez accroître la pauvreté en France? Merci, cher collègue. La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Éric Coquerel, permettez-moi de vous dire que je suis profondément choquée par vos propos. Profondément. Vous ne vous êtes jamais réjoui que depuis 2 ans, on soit passé de 9,7 à 8,7% de taux de chômage. C'est 200 000 de nos concitoyens qui ont retrouvé la dignité, le pouvoir d'achat et le lien social que représente le travail. Pourquoi vous ne réjouissez pas pour eux? Pour eux. Je vous dis pas pour nous, mais pour eux. Pourquoi vous vous réjouissez pas que 26 millions d'actifs vont avoir droit, enfin, un vrai droit à la formation qui n'a jamais existé et qu'en novembre, ils auront leur application, ils auront leur vrai droit à la formation? Pourquoi vous ne vous réjouissez pas que les femmes et les hommes, enfin, pourront être payés de façon égale grâce à la loi sur l'avenir professionnel et l'obligation? Pourquoi vous ne vous réjouissez pas que l'apprentissage démarre et que certains de nos jeunes, enfin, retrouvent la possibilité d'un espoir et que leurs parents soient moins angoissés pour leur avenir? Mais comment vous pouvez ne pas vous réjouir sur ces nouvelles qui concernent nos concitoyens? Alors, maintenant, ce que je comprends, c'est que vous proposez le statu quo, l'assurance chômage. Eh bien non, on ne se résigne pas. On pense qu'on peut aller plus loin sur la baisse du chômage. Il ne s'agit de radier personne. Il s'agit d'aider 250 000 de nos citoyens à retrouver un emploi avec un accompagnement comme on n'a jamais fait dans notre pays, avec des moyens à Pôle emploi, des moyens qui sont inédits. Et avec une valeur clé, c'est que le travail paye toujours plus que le chômage. Alors si vous ne pensez pas que le travail est une valeur, si vous ne voulez pas faire reculer le chômage, continuez. Nous, on continuera et on réussira. La parole, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Un peu de silence. S'il vous plaît, un peu de silence. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On écoute, si vous voulez bien, Monsieur Gaël Le Bohec, qui a seul la parole. Ma question s'adresse à la ministre des Sports. Madame la ministre, je voudrais tout d'abord dire ma fierté d'appartenir au tout premier groupe majoritaire de l'Assemblée nationale qui soit paritaire. Il résulte d'une volonté politique, celle du président de la République. Les stéréotypes ont la vie dure et notre majorité doit veiller à renforcer le rôle des femmes dans notre société. Permettez-moi de saluer au passage la nomination de la présidence du Haut Conseil à l'égalité de Brigitte Grésy, qui a travaillé de longues années à la lutte contre les stéréotypes, en particulier via son petit traité contre le sexisme ordinaire il y a près de 10 ans. Le sport ne doit pas faire exception à la promotion des femmes. Trop nombreux préjugés existent, en particulier dans la composition des structures dirigeantes et des instances. Quand, il y a quelques mois, j'ai soulevé la question de la parité s'agissant des conseillers techniques sportifs, certains m'ont indiqué qu'il y avait beaucoup de déplacements, que c'était difficile. Quand arrêterons-nous cette culture du sexisme, du mâle dominant? Il est primordial que les hommes s'engagent à promouvoir des rôles modèles féminins. Je serai la semaine prochaine, en particulier en Bretagne, à l'invitation de Nicole Lepay et dans